Started? Yeah. All right. Um, Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Samira et je suis la fondatrice et directeur exécutif de The Samira Foundation et TSF France. Merci d'avoir participé à notre webinaire aujourd'hui sur l'intimité et la sexualité lorsque l'on vit avec une maladie rare. Merci Delphine Moutot pour votre expertise et aussi beaucoup de merci à Bérangère Doyer, Elodie Hostiez, Fatiha Mama, Nelly Campos et Emma Doyer Guillaume for your support. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de commencer. On y va. On y va. Allez, on y va. C'est parti. Mon kiki. Alors, il faut peut-être que je partage l'écran en même temps. Sinon, ça ne va pas marcher. Ah oui. Alors, partager l'écran. Hop. Je vais vous partager peut-être juste une fenêtre, je pense, pour commencer. Hop. Est-ce que vous voyez? Oui, on voit. Ouais. Parfait. Super. Magnifique. Alors, bienvenue dans ce webinaire sur la NMO, MOGAD. Et c'est vraiment un webinaire qu'on espère en tout cas participatif. C'est pour ça qu'on a mis le mot échange, parce qu'en général, un webinaire, c'est quelque chose d'assez descendant. Là, ce n'est pas le but. On n'est pas beaucoup, donc en plus, on va pouvoir échanger autour vraiment de ce concept de la vie intime, affective et sexuelle avec une maladie chronique qui plus est neurologique. Alors, je vous présente les intervenantes, notamment Bérangère. Bérangère, est-ce que tu veux dire quelques mots? Même si tout le monde te connaît, mais… Non? Non? Non. Eh bien alors, je vais vous dire quelques mots. Pardon, excuse-moi, j'arrivais pas à réactiver mon micro. Non, c'est que je vous ai dit que j'étais pas super douée. Voilà, j'y arrive. Hop. Voilà. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Bérangère. J'ai une NMO depuis officieusement 2001, officiellement 2014. C'est un diagnostic qui est très long à avoir parce que à l'époque, il n'existait pas les tests. Pour parler brièvement de la NMO, ça marche comme la sclérose en plaques. C'est des poussées. C'est la même symptomatique. Après, ça fonctionne un peu différemment au niveau… on ne va pas parler de neurochimie, etc. Mais voilà, ça fonctionne un peu différemment sur le plan médical pur et dur, mais au niveau de la symptomatique, c'est la même chose. C'est pour ça que certains d'entre vous peuvent me voir dans les groupes CEP traîner, parce que je glane. Quand j'étais diagnostiquée, en fait, j'ai pas trouvé de groupe tout de suite, et du coup, je venais glaner des infos sur les symptômes, sur les problèmes liés à tout ça sur les groupes CEP. Donc, c'est pour ça que je traîne sur les groupes CEP. Voilà. Et puis, il y a un an, je me suis engagée dans la fondation de Soumaira parce qu'il y avait très peu de choses en France pour nous. On n'est que 1000 en tout. Et du coup, on s'est lancé dans l'aventure avec quelques copines NMO Mogad. Et voilà, donc on débute à peine. On est né il y a le 28 février, donc c'était hier, quoi. Et donc on commence nos webinaires. Il y en aura plusieurs autres, on vous en parlera à la fin. Je te laisse enchaîner. Elodie, tu veux dire un petit mot? Bien, bonjour à tous, bonsoir. Donc, moi, je suis Elodie, la première ambassadrice belge de la Fondation Soumaïra. Alors, moi, j'ai eu un parcours médical aussi un peu chaotique, comme beaucoup d'entre nous, sans rentrer dans les détails. Donc, ma première poussée en 2008 et diagnostic en 2016. Et je me suis engagée dans la fondation au mois de juillet dernier, donc il y a un peu plus de 8 mois. Et voilà, je suis ravie de pouvoir participer activement avec mes copines françaises, et parce qu'on forme une belle équipe, on est des copines de base, et voilà, c'est très chouette. Donc Delphine, peut-être que je te laisse continuer. Merci beaucoup. Et c'est vrai que moi, j'ai connu Bérangère sur un groupe CEP. D'ailleurs, ça fait déjà 3 ans qu'on se connaît et qu'on se suit sur les réseaux.
Alors, moi, pas docteur, je l'ai mis parce que c'est important pour que vous sachiez aussi qui va vous faire ce webinaire. Donc, je ne suis pas médecin, donc ce webinaire n'aura pas une approche particulièrement médicale sur la sexualité et le symptôme sexuel. Et ça me paraissait important de vous le préciser en fait en amont. J'ai une sclérose en plaques depuis maintenant 20 ans, donc j'ai connu petite farandole très joyeuse de troubles sexuels dont je vais vous parler un petit peu plus bas. Depuis 2 ans, je suis patiente partenaire à la Pitié-Salpêtrière et au réseau Saint-Défi CEP. Et pour ces 2 structures, en fait, je collabore avec des infirmières pour monter un atelier sclérose en plaques, vie intime, affective et sexuelle. Donc, c'est des ateliers qu'on est en train de monter actuellement et qu'on lancera d'ici la fin de l'année. J'ai également repris mes études. Donc, j'ai entamé un diplôme universitaire en santé sexuelle à l'université et en parallèle un autre diplôme universitaire en éducation thérapeutique du patient. Alors, pourquoi j'ai repris mes études? Parce que j'ai un projet professionnel, c'est vraiment d'accompagner les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques à mieux vivre l'impact de la maladie sur la vie intime, affective et sexuelle. Pourquoi? Parce que j'ai été confrontée à ça, j'ai été confrontée à une prise en charge pratiquement inexistante. J'ai dû me dépatouiller un petit peu pendant 20 ans avec différents troubles sexuels. Et en fait, j'ai réussi à dépasser pas mal de choses et j'avais vraiment envie de vous partager ça aujourd'hui. Et moi, l'idée, c'est un petit peu de faire le lien entre les soignants et les patients et de recréer en fait une pédagogie pour nous tous. Voilà, et c'est d'aborder surtout la sexualité, la santé sexuelle avec beaucoup d'humour. Donc, ce webinaire, il va être à mon image. Voilà, je vais peut-être vous dire des mots qui ne seront pas forcément toujours très corrects, mais j'ai envie de le faire comme je suis. Ici, c'est un peu venez comme vous êtes, comme au McDo, sauf qu'il n'y a rien à manger. Voilà. Alors, pour vous présenter un petit peu ce webinaire, il va durer à peu près 1 heure, 1 h 15. Donc, comme on n'est pas beaucoup, ça peut être très participatif et interactif. Et ça, c'est vraiment intéressant. Si vous êtes plus à l'aise avec le fait de couper votre caméra, n'hésitez pas. De toute façon, pour l'instant, moi, je ne vous vois pas. Et j'ai vraiment envie que vous ne soyez pas gênés à l'idée de poser vos questions. C'est important. Donc, si à un moment donné, le webinaire est un petit peu lancé et que vous souhaitez m'interrompre, n'hésitez pas. Mais vous pouvez également prendre un petit papier, un stylo et noter des petites choses. Voilà, n'hésitez pas. À savoir que toute la présentation que je vous déroule actuellement, je vais vous l'envoyer. Donc, ce sera quelque chose, ce n'est pas nécessaire de prendre des notes forcément sur ce que je vous dis. Je vais vous envoyer tout ça ainsi que mes coordonnées si vous voulez me contacter après le webinaire. Sentez-vous vraiment libre, c'est très important de me contacter parce que parfois, on n'ose pas forcément intervenir pendant un webinaire devant tout le monde et c'est OK, je comprends tout à fait. Donc, vous aurez vraiment mes coordonnées si ensuite vous avez envie un petit peu d'échanger ou de poursuivre les échanges ou si vous avez des questions supplémentaires. Donc, ça, c'est très, très important. Ce qui est important aussi de vous préciser, c'est que c'est la première fois que j'anime toute seule comme ça un webinaire et que je construis aussi le déroulé du webinaire. Donc, je vais vous demander aussi vos retours à la fin. Et vraiment, l'idée pour moi, c'est d'avoir vos échanges, vos retours constructifs, ce qui a amélioré, ce qui vous a plu. C'est vraiment très, très important pour moi parce que ce genre de choses, après, j'ai envie d'en faire de plus en plus pour les patients et pour différentes pathologies. Donc, vos retours seront vraiment très, très précieux. Donc, je vous remercie vraiment par avance. Donc, je vous mets un petit peu le déroulé. On va tout d'abord aborder le concept de la santé sexuelle. Alors, est-ce que certains d'entre vous connaissent ou pas? Non, je pense pas. C'est pas quelque chose de très très connu, le concept de santé sexuelle, et je vais vous expliquer tout ça. On va vraiment parler ensuite des NMO et des différentes typologies de troubles sexuels. On va parler un petit peu de sexualité, de rapport sexuel et de ce que ça nous évoque. Voilà, de tout ce que ça signifie pour nous et ce que ça signifie d'une façon générale et aux représentations auxquelles ça nous renvoie. On va un petit peu faire le point aussi sur ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin. Et puis, je vais vous donner un petit exemple aussi d'une patiente qui a eu différents troubles sexuels durant sa vie de sclérose en plaques et vous expliquer un petit peu ce qu'elle a mis en place pour vivre tout ça au quotidien. On va s'échanger aussi un petit peu les ressources en cas de problématique dans sa vie intime, affective et sexuelle. Quels sont un petit peu les leviers qu'on peut activer? Et l'idéal, c'est aussi à ce moment-là que vous nous partagiez aussi vos leviers si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas. À la fin, vous aurez à peu près 10 minutes de questions-réponses, même 15 minutes, voilà, selon le temps qu'aura pris ce webinaire. Mais sentez-vous vraiment libre de m'interrompre. Alors, il faut savoir que moi, je ne vous vois pas.
Donc, n'hésitez pas à réactiver votre micro à un moment donné si vous voulez vous exprimer et dire stop. Et il n'y a pas de problème, je m'arrêterai. Voilà. Alors, je vous ai mis ici une petite charte parce que c'est important, je pense, d'avoir quelque chose qu'on… Alors, normalement, ça, on le construit ensemble, cette charte, en général, d'un webinaire. Là, on est sur un temps quand même assez court. Mais ici, vraiment, c'est important que vous sachiez que vous êtes dans un environnement bienveillant et sans jugement, avec une ouverture d'esprit. Donc, vraiment, sentez-vous libre de vous exprimer et de dire ce que vous avez envie de dire. C'est vraiment important. Ici, c'est un espace pour vous. C'est un moment qui est pour vous. Donc, vraiment, sentez-vous à l'aise, sentez-vous libre de poser toutes vos questions. Il n'y a pas de chichi entre nous. Donc, vous avez envie de vous exprimer avec vos mots. Eh bien, sentez-vous libre de vous exprimer avec vos mots. On peut appeler un chat, etc., etc. Est-ce que, à tout hasard, vous auriez des choses à rajouter dans cette charte ou pas? Je vous laisse quelques petites secondes pour réfléchir. Et sinon, on enchaîne. Eh bien, allez, c'est parti, mon kiki. On commence. Alors, la santé sexuelle, c'est un concept qui n'est pas encore très, très connu. Et je ne vais pas vous mentir, moi, il y a un an, je ne le connaissais même pas encore, ce concept de santé sexuelle. Je me suis dit, bon, c'est encore un truc médical. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que la santé sexuelle? Alors, ça regroupe beaucoup, beaucoup de choses. Et pour moi, c'était important de vous en parler parce que l'intimité, la vie affective, la sexualité, en fait, ce sont des éléments de notre santé. Et on ne le pense pas assez. Et bien souvent, on n'ose pas en parler parce qu'on se dit que c'est quelque chose qui doit être relégué au second plan. Pas du tout. Je vous en parle parce qu'ici, c'est pour légitimer, que vous vous sentiez vraiment légitime à parler de votre intimité, de votre sexualité avec vos soignants. Et c'est vraiment très important. Et alors, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'OMS. L'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé, qui définit la santé sexuelle comme un état de bien-être physique, mental et social eu égard à la sexualité, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'être en bonne santé sexuelle, c'est être bien dans sa tête, c'est être bien dans son corps, c'est être bien dans ses relations amicales, sociales, professionnelles, affectives, amoureuses. C'est tout ça, en fait, la santé sexuelle. C'est pas juste ne pas avoir de maladie, avoir des érections, avoir des orgasmes. En gros, ça fonctionne. Non, c'est pas ça, en fait, la santé sexuelle. C'est vraiment un état de bien-être global. Et c'est vraiment important parce que beaucoup de choses affectent aujourd'hui notre santé sexuelle. Et on se dit souvent que voilà, la sexualité, c'est juste avoir des rapports sexuels. Non, c'est pas du tout ça. Être en bonne santé sexuelle, c'est très, très global et c'est un bien-être général. Et donc, la santé sexuelle, ça s'entend aussi comme une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles. Et ça veut dire quoi? L'approche positive et respectueuse de la sexualité, ça veut dire aussi tout simplement une approche qui respecte votre façon de concevoir la sexualité ou l'absence de sexualité. Parce que c'est ça aussi, l'essentiel, c'est que vous soyez bien et en accord avec ce qui se passe dans votre intimité, dans votre tête, dans votre cœur et dans votre corps. Et tout ça, ça fait la santé sexuelle. Et donc, il faut savoir donc, en résumé, prendre soin de sa sexualité. Et quand je vous parle de sa sexualité, quand je vous dis prendre soin de sa sexualité, c'est pas faire en sorte d'avoir des rapports sexuels. Non. Prendre soin de sa sexualité, c'est être bien et c'est être en accord avec ce qu'on a envie d'avoir dans son intimité, dans sa vie affective et dans sa sexualité. C'est tout ça. Et donc, si vous prenez soin de ça, vous prenez soin en fait de votre santé sexuelle. La sexualité, c'est un élément de la santé sexuelle. Et la santé sexuelle, elle fait partie de la santé globale. Voilà. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que la santé sexuelle, c'est aussi un indicateur de bonne santé globale. Donc, c'est un sujet qui est complètement légitime et dans notre parcours de soins, c'est vrai que c'est souvent relégué au second plan et on se dit souvent, bon, c'est pas important, la sexualité, le cul, c'est un peu au second plan. Pas du tout. Si pour vous, c'est quelque chose d'important et que vous ne vivez pas bien ce qui se passe dans votre intimité et dans votre vie affective, ça a autant d'importance qu'un autre symptôme. Voilà, la sexualité fait partie de la santé et c'est vraiment essentiel aussi de retenir ça. Alors, je vous ai fait une petite diapo un petit peu résumée. Voilà, donc la sexualité fait partie de la santé sexuelle. La santé sexuelle fait partie de la santé globale. Et ce qu'on ne sait pas,
c'est que la santé sexuelle, c'est un enjeu public, de santé publique. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est le gouvernement qui a mis en place une stratégie nationale en santé sexuelle. Donc, c'est pour vous dire, le bien-être intime, affectif et sexuel, c'est vraiment une question de santé. Donc, sentez-vous vraiment légitime à en parler face aux soignants. Ce n'est pas secondaire. Si c'est important pour vous, ça l'est autant qu'un autre symptôme. Et c'est vraiment un état de bien-être physique, mental, social. C'est vraiment quelque chose de global, la sexualité, la santé sexuelle. Et ce que ça ne veut pas dire être en bonne santé sexuelle, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir des relations sexuelles, ni avec le fait d'avoir des relations pénétratives ou régulièrement. Et même, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir une sexualité. Vous pouvez être en très bonne santé sexuelle et ne pas avoir de rapport sexuel et être OK avec ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment important, je pense, de faire le distinguo parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'injonctions à avoir une sexualité de performance, et puis en plus, il faut crier, puis en plus, il faut avoir beaucoup de plaisir, et puis il faut faire ça souvent, et blablabla. Oui, bon, bah, c'est bien mignon tout ça, mais en fait, ce n'est pas forcément ce qui vous convient. Et ce n'est pas ce qui va faire que vous allez être en bonne santé sexuelle. Donc vraiment, la bonne santé sexuelle, c'est être en accord dans votre intimité, dans votre sexualité avec ce qui vous convient et ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment fondamental. Est-ce que vous avez des questions? Je vais m'arrêter parce qu'un petit peu, voilà, je vous ai quand même dit beaucoup de choses. Est-ce que certains d'entre vous ont quelque chose à dire, des remarques, des mots doux, des insultes? Non? Bon, eh bien, je continue. Tu veux que je t'insulte? Alors... Je t'insulte si tu veux. Hein. Oh non, dis-moi un mot doux, dis-moi un petit mot doux quand même. Ah, que tu es jolie, tu as un beau rouge à lèvres. Ah, merci beaucoup, c'est mimi. Alors, on continue. On continue, voilà. J'essaye d'aller quand même pas trop vite pour vous laisser un petit peu digérer tout ça. Mais vraiment, ce qui est important que vous compreniez, c'est sentez-vous légitime. C'est important parce que bien souvent, on a une pudeur. Et c'est vrai que dans un parcours de soins, ce n'est pas toujours pour nous une priorité de parler de son intimité, de sa sexualité, de comment la maladie affecte notre intimité, notre rapport au corps. Sachez que c'est tout aussi important que le reste. Voilà. Et sentez-vous complètement légitime d'en parler. Je vous proposerai tout à l'heure quelques pistes de ressources et des professionnels à aller activer et à aller chercher pour en parler. Voilà. Alors, on rentre un petit peu dans le dur, sans mauvais jeu de mots. Troubles sexuels et NMO-MOGAD. Alors, vous avez 3 origines et c'est important dans un premier temps de savoir un petit peu d'où vient son trouble sexuel parce qu'on peut avoir tendance à se dire ben voilà, j'ai plus envie, donc c'est la maladie. J'ai plus envie, c'est sûr, c'est une lésion ou c'est la maladie ou j'ai plus de plaisir, mais c'est la maladie. Alors que si ça se trouve, c'est pas la maladie en soi, si ça se trouve, c'est secondaire à un traitement, à un médicament. Et puis si ça se trouve, c'est tout simplement parce qu'on est crevé, parce qu'on a 2 gosses, parce qu'on a un rythme de dingue, parce qu'on travaille et parce qu'on n'a pas le temps. Et voilà. Et c'est important aussi de comprendre ce qui ne va pas et d'où ça vient. Parce que vous ne pouvez pas en fait traiter, si on ne comprend pas l'origine d'un symptôme, forcément, on ne peut pas le traiter correctement. Donc ça, c'est fondamental. Vous avez 3 origines possibles en ce qui concerne un trouble sexuel. Alors, vous avez tout d'abord l'origine primaire, c'est-à-dire que c'est directement lié à la maladie, à l'atteinte neurologique. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme symptômes sexuels? Vous pouvez avoir une baisse du désir, une baisse de l'excitation, voire voilou, hein, plus rien. Diminution de la lubrification vaginale. En gros, on ne mouille plus, pour le faire avec des mots simples. Perte de la sensibilité vaginale, clitoridienne, anale. D'un coup, on ne sent plus rien. Vous avez beau activer tout ce que vous voulez à ce niveau-là, à part allumer un feu, il n'y aura pas grand-chose qui se passe. On peut avoir aussi des douleurs et, à contrario, une absence de sensation à la pénétration. Et on peut avoir des troubles de l'orgasme, donc qui peuvent être divers. Vous pouvez avoir une impossibilité d'atteindre l'orgasme, ou alors un temps plus long pour atteindre l'orgasme, ou parfois même des douleurs. Donc, vous avez voilà, tous ces symptômes-là qui peuvent être directement liés à la maladie. Et on ne le sait pas souvent, mais par exemple, dans une maladie de type sclérose en plaques, c'est 2/3 des patients qui sont touchés par les troubles sexuels. Donc, les maladies neurologiques, vraiment, ça impacte beaucoup la sexualité, on ne l'imagine pas. Et donc, si un jour, vous avez des troubles de la lubrification et que vous êtes en poussée, ça peut aussi être dû à la lésion. Donc, c'est vraiment important
de bien avoir ça en tête et de ne pas hésiter quand vous voyez un trouble sexuel à en parler. Voilà, vraiment, sentez-vous libre d'en parler, ça c'est vraiment, vraiment important. Et vous avez ensuite les origines secondaires. Moi, je me suis un peu amusée avec les effets là. Alors, l'origine secondaire, c'est pas directement lié à l'atteinte neurologique, c'est plutôt lié aux symptômes de la maladie, aux atteintes physiques et également aux médicaments. Par exemple, quand on est fatigué, on n'a pas envie. Quand on a des troubles moteurs, quand on a des douleurs, quand on a de la spasticité, forcément tout ça, ça impacte énormément la libido, l'envie, les sensations. Quand on est incontinente aussi, voilà, quand on a des troubles urinaires ou quand on a des difficultés à retenir ses selles ou qu'on ne les retient plus du tout. Les troubles cognitifs, c'est pas assez pris en compte, mais c'est extrêmement générateur de fatigue. Les troubles de l'attention, les troubles de la concentration, ça génère énormément de fatigue. Et qui dit fatigue, on dit pas envie, très clairement. Et les troubles sensitifs aussi. Lorsque vous avez les troubles de la sensibilité cutanée, par exemple, vous avez des endroits qui sont extrêmement désagréables au toucher. Donc ça impacte forcément votre intimité, votre rapport au corps. Et vous avez également les origines tertiaires, l'origine tertiaire d'un trouble sexuel. Donc là, on est plutôt sur un trouble sexuel qui serait lié, par exemple, à une dépression, une anxiété, des disputes répétées avec doudou, doudoune. Il y a aussi tout le contexte éducatif qui peut jouer, le contexte culturel, le contexte religieux. Et puis quand on est malade aussi, on a un rapport au corps et à l'image de soi qui est aussi parfois vraiment modifiée et atteinte. Et tout ça, ça impacte énormément la sexualité. Donc, vous voyez, ce qui est important, dans un premier temps, c'est comprendre d'où ça vient. Parce que du coup, on ne va pas le prendre en charge de la même manière. Et ça, c'est fondamental de savoir si votre trouble sexuel… Parfois, ça peut être dans les trois. Parfois, on a le trio gagnant, c'est génial, on a les trois, c'est magnifique, on est content. Parfois, on a juste le premier. Parfois, on a l'origine secondaire. Et parfois, on a tertiaire. Et parfois, on a tertiaire, secondaire. Voilà. Mais ça, c'est fondamental dans votre prise en charge, c'est de comprendre d'où ça vient. Parce que forcément, la prise en charge, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit médicamenteuse, elle ne sera pas du tout la même. Donc ça, c'est important. Et vous avez aussi, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé dans les origines secondaires, mais vous avez certains médicaments qui peuvent impacter et qui peuvent avoir des effets secondaires sur la sexualité. On ne le sait pas beaucoup, mais par exemple, les antidépresseurs sont de grands pourvoyeurs de troubles sexuels. Alors, ils sont donnés en fait… par exemple, pour les douleurs neuropathiques, ça peut être donné, mais aussi en cas d'anxiété, de dépression. Et ça peut provoquer des problèmes d'érection, ça peut provoquer une baisse importante du désir, une baisse de la lubrification, des troubles de l'orgasme. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est très, très important de comprendre d'où ça vient. Parce que parfois, on peut prendre un médicament et ne pas du tout s'imaginer que c'est le médicament qui est juste à l'origine en fait, des troubles sexuels. Alors, juste, c'est une façon de parler, bien évidemment. Et que ce n'est pas la maladie en elle-même. Et pourquoi c'est important d'identifier si, par exemple, ça vient d'un traitement d'un médicament? Le but, ce n'est pas de l'arrêter, surtout pas. C'est d'aller voir votre médecin et de dire, voilà, j'ai tels effets secondaires. Est-ce que, d'après vous, c'est lié à la maladie? Est-ce que ça peut être lié à un traitement que je prends? Et dans ces cas-là, discuter avec lui de ce qu'il est possible de faire, d'ajuster, de modifier, voilà. Et donc, vous voyez, la prise en charge ne sera pas du tout la même si le trouble sexuel il est lié à un médicament ou s'il est lié à une atteinte neurologique. Voilà. C'est pour ça que c'est vraiment important d'identifier en premier lieu d'où ça vient. Est-ce qu'il y a des petites questions? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas trop claires? Je vous laisse 3-4 secondes. Oui, j'ai une question. Vas-y, question. C'est une question qui demande… attends, je rallume ma fenêtre, pardon. Si notre partenaire n'a pas les mêmes rapports au corps que nous, comment faire? Alors ça, on va en parler un petit peu plus bas. Ok. Ouais, mais si le partenaire n'a pas du tout le même rapport au corps, la médiation va être très, très importante. Et dans ces cas-là, il faut savoir qu'on n'est pas thérapeute, mais qu'il y a des gens qui sont formés à ça pour nous accompagner. Et ça, on ne le sait pas beaucoup. C'est un levier en général que nous, patients, on n'ose pas aller chercher, mais c'est fondamental. Il faut savoir qu'il y a plein de langages en termes de sexualité. La sexualité, c'est une construction sociale. On a tous la même. Mais quand ça ne fonctionne plus après, on garde toujours cette construction sociale. Donc, l'idée, c'est d'arriver avec son ou sa ou ses partenaires à réajuster un peu la construction de la sexualité. Et pour ça, vous avez des professionnels, les sexologues, qui sont là vraiment pour vous accompagner. Je vais vous en parler un peu plus bas. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Ok. Alors, ça, c'était la sexualité, les rapports sexuels, en finir avec les idées reçues. La sexualité, on ne le sait pas, on a un peu tous et toutes les mêmes schémas de sexualité, mais pourquoi? Parce que la sexualité chez les êtres humains, elle est complètement apprise. C'est une construction sociale. Alors vous allez me dire, on a tous la même? Bah oui, on a tous la même, tout à fait. C'est quelque chose qui s'est construite au fur et à mesure des années. Alors il y a des années, la sexualité, elle était surtout reproductive. Aujourd'hui, on est plus sur une sexualité qu'on appelle récréative, de plaisir, etc. Mais petit à petit, en fonction de la société, en fonction des modes, en fonction des religions, en fonction de l'histoire, en fonction de la politique, en fonction du contexte socio-économique, la sexualité, elle évolue. Et ça, c'est fondamental de savoir que c'est une construction sociale et que ça évolue beaucoup en fait avec l'époque dans laquelle on vit. Alors, j'avais envie de vous faire participer un petit peu, si vous voulez. Ce n'est pas une obligation. Moi, je peux le faire à votre place. Mais est-ce que ça vous dirait, là, comme on n'est pas beaucoup, de balancer un petit peu les mots qui représentent pour vous la sexualité? Alors attention, pas votre sexualité, mais s'il devait y avoir une définition générique de la sexualité, définition globale, vous diriez que ça englobe quoi, la sexualité? C'est quoi la sexualité? Partage. Est-ce que quelqu'un veut le participer? Vous m'entendez ou pas? Oui. Oui. Je disais partage, moi. Ok. On a sensualité, plaisir, désir, tendresse, performance, Oula, oula. relation, respect, envie, passion, amour, Oh, c'est beau. estime de soi, rapport au corps, c'est calmé. J'en profite, quand vous écrivez dans la discussion, en fait, il y a un onglet bleu qui vous permet de choisir si vous écrivez à tout le monde, aux hôtes et panélistes. Et si vous avez encore écrit hôtes et panélistes, n'hésitez pas à le changer pour mettre tout le monde, comme ça tous les participants pourront vous voir. Là, sur les questions-réponses, moi, j'ai plaisir partagé. Alors, on va le noter ici. On a preuve d'amour, sentiment. Tu peux mettre le micro de Justine si tu veux, tu peux participer à l'oral aussi. Ils sont peut-être bloqués. C'est déjà super. Déjà plein de choses. Et si du coup, là, on passe sur la notion de rapport sexuel. Qu'est-ce que ça vous évoque comme mot? La flemme. J'adore. Ouais. En général, Pression. un rapport. De quoi? Pression. Pression? Je n'ai pas entendu. Pression, comme la bière. Pression. Ok, important. Charnel, qui est un mot qui te plaît, je crois. Contact. Oui. Contact, câlin. Et en général, quand il y a un rapport sexuel, il y a quoi d'autre? Allez-y, La lâchez-vous. La pénétration. Oui, la Personne paix. Des bisous. Ah. Des organes génitaux impliqués. Ah. Un solo ou à plusieurs. Ah non, impliqué, c'est moi qui avais rajouté, en fait. Ah. Donc, le plaisir qui revient. Oui, plaisir, on ne l'avait pas encore.
C'est bien. Alors, c'est super dans ce que vous mettez. Ah, on a une Justine qui nous dit, pour certains, en vrai, c'est une obligation. Ok, mais c'est important. Ça, c'est très, très important. Et merci de l'avoir dit. Merci beaucoup. La rencontre, orgasme, jouissance, caresse. Il n'y a pas de lien, hein. Je les mets à côté, mais sinon, j'ai plus de place. Mais hop. Il y a Justine qui se justifie en disant c'est pas moi. Hein. Il y a le cri. Cri. Comme le tableau. Ah, c'est intéressant aussi. L'envie de faire plaisir. Ok. Ouais. Le lâcher prise. Lâcher prise, super intéressant. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. C'est déjà super, super intéressant. Il y a un mot, alors il y a vraiment un mot qui je trouve, résume bien la sexualité et le rapport sexualité. Il y en a même deux, je dirais, qui résument beaucoup. C'est performance, pénétration. Pourquoi je l'ai mis deux fois? Une fois, ça suffit, hein, c'est bon. C'est largement assez. Performance, pénétration. C'est vrai que ce sont des mots qui sont quand même assez souvent associés à la sexualité. Alors, bravo d'avoir mis rapport au corps. Je trouve ça super. Plaisir partagé ou pas, d'ailleurs. Ça peut être solo. Preuve d'amour, tout à fait. Envie. Ça, c'est très important. Respect, effectivement. Relation. Et dans relation, ça peut être la relation qu'on a avec l'autre, mais la relation qu'on a avec soi. C'est important aussi de se dire que, voilà, en solo, il y a quelqu'un qui a dit rapport sexuel en solo ou à plusieurs. Tout à fait. La sexualité, ça peut être avec soi-même. Et ça commence avec soi, d'ailleurs. Et c'est complètement OK d'avoir une sexualité avec soi. C'est une sexualité. La sexualité n'est pas forcément l'intimité. C'est pas forcément quelque chose de partagé. On peut avoir une intimité très épanouissante avec soi-même déjà dans un premier temps. Et c'est complètement OK. Voilà. Pression, ça, c'est quand même des mots, voilà. Obligation, pression, obligation, voilà. C'est des mots qui vont quand même assez ensemble. Alors qu'en fait, vous voyez, être en bonne santé sexuelle, c'est aussi ça. C'est ne ressentir aucune pression et absolument aucune obligation. Parce qu'en matière de sexualité, tout est possible, mais rien n'est obligatoire. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on pense à performance, on pense à pression, on pense à obligation, on pense à pénétration? Eh bien, c'est un jour. Il y a quelqu'un. Ah non, pas du tout. Ah, attendez, on va le remettre à partir de la bonne. On en était où? On en était là. Voilà. Comme je vous le disais, la sexualité, c'est vraiment quelque chose qui est construit socialement. Ça, c'est fondamental. Donc, un jour, il y a un gourou qui est venu, qui a dit, voilà, Jacques a dit, les 4 piliers de la sexualité sont... C'est un peu ce que vous avez dit. C'est des choses que vous avez dit. Le D, d'après vous, c'est quoi? Le premier pilier de la sexualité, ce serait quoi? On dit que souvent, s'il n'y a pas de... Oui, désir, exactement. Ensuite, souvent, après le désir, il y a quoi? Préliminaire. Voilà, il y a l'entrée. Ensuite, le plat de résistance. Après les prélis. Pénétration. C'est ça. Ça suit, ils sont super actifs. Et la suite? L'orgasme. Et voilà. Et elle a répondu devant tout le monde, elle a cramé tout le monde au questionnaire. Ça, c'est vraiment l'espèce de schéma, le schéma classique qu'on a tous de la sexualité et qu'on doit suivre un petit peu. C'est un peu l'autoroute du kiff ou pas, en fait. Et ça, c'est fondamental. Le désir, les préliminaires, la pénétration, l'orgasme, c'est le schéma un peu qu'on apprend tous de la sexualité. Et le souci, c'est que quand on est malade et quand on a
une maladie neurologique ou quand on n'est pas bien, etc., ou quand on est fatigué. Le désir, parfois, il est impacté, on n'en a pas du tout. La pénétration, on n'est pas en mesure d'avoir une érection ou pas en mesure de recevoir une pénétration ou on n'a absolument pas envie de ça. Et l'orgasme, pour certains d'entre nous, ce n'est pas possible à atteindre ou c'est très long. Voilà. Donc, autant vous dire que si quand vous êtes malade, vous n'avez plus de désir, la pénétration, ce n'est pas possible, l'orgasme, on n'y arrive pas, on se dit, bon, super, il me reste juste l'entrée, les préliminaires, je n'ai même pas l'apéro, le plat de résistance et le dessert. Alors, ça, vous allez voir, c'est vraiment la construction sociale de la sexualité telle qu'on nous l'apprend et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne vit pas bien notre sexualité et que la maladie impacte énormément notre sexualité. Et il y a un petit bonus, il y a un petit relou aussi qui influence notre sexualité. C'est quoi, d'après vous? Allez, il fait son apparition, il fait son coucou. Coucou, c'est moi, le porno. Et voilà, et le porno, c'est vraiment quelque chose qui a aussi beaucoup influencé la construction de la sexualité autour de la pénétration, autour de la performance, autour de l'orgasme. En fait, ce qu'on entend très très souvent, c'est que quand il n'y a pas eu de pénétration, on entend souvent on n'a pas été au bout, on n'a pas fait l'amour ou on n'a pas eu de rapport sexuel. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Quand il n'y a pas eu d'orgasme, qu'est-ce qu'on entend? On entend qu'on n'a pas eu de plaisir, qu'on n'a pas été au bout, que c'était bof, ou voilà, j'ai pas eu de plaisir, j'ai pas joué. Les préliminaires, souvent, on va entendre que quand il n'y a pas eu de pénétration, quand il n'y a pas eu d'orgasme, on va entendre on s'est arrêté aux préliminaires. Donc, on n'a pas fait l'amour, donc on n'a pas été au bout, on a juste fait les préliminaires. Et puis, quand on a des problèmes de lubrification ou d'érection, ce qu'on peut entendre, c'est non, il n'était pas excité, elle n'était pas excitée, il ou elle avait certainement des problèmes de désir ou je ne lui fais pas d'effet. En fait, tout ça, c'est à déconstruire. Ce qu'il faut savoir vraiment, et ce qu'il ne faut surtout pas savoir, mais je pense que savoir d'ailleurs, ce n'est pas du tout un bon mot, mais ce que je vous ai mis en haut là, tout à gauche, le corps supérieur aux zones érogènes primaires. Les zones érogènes primaires, c'est quoi? C'est en fait les zones génitales, les seins chez la femme, et chez l'homme, c'est le pénis et les testicules. Alors en fait, heureusement qu'il n'y a pas que ça. J'ai envie de vous dire, les zones érogènes primaires, c'est surfait. Quand on est malade, il faut un petit peu oublier. Et la première chose à savoir, c'est qu'un rapport n'est pas forcément sexuel. Ça, c'est quelque chose, je pense, de fondamental parce qu'on oublie souvent la définition. Le rapport sexuel, le mot rapport, ça veut dire quoi? Ça veut dire le lien qu'on a avec l'autre. Par exemple, on parle de rapport amical, on parle de rapport professionnel. Ce mot-là, typiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Rapport professionnel, rapport amical, c'est le lien qu'on a avec l'autre d'un point de vue amical, d'un point de vue professionnel. Donc, un rapport sexuel, ce n'est pas forcément un rapport génital et pénétrant. C'est quel rapport on veut avoir avec l'autre dans sa sexualité. Ça, c'est fondamental. Et si vous remplacez le mot sexuel par le mot charnel, vous parlez de rapport sexuel, tout de suite, on focalise en fait sur l'entregent. Tout de suite, quand on dit rapport sexuel, on pense à zone génitale, vulve, pénis, pénétration. Si vous dites rapport charnel, là, on ne pense pas en premier lieu forcément à la pénétration. C'est tout le corps. C'est comme s'il y avait un défocus et qu'on voyait tout le corps dans le rapport et comme potentielle zone érogène. Et ça, c'est vraiment, je vous invite de plus en plus à parler de rapport charnel et non pas de rapport sexuel. Vous allez voir, vous allez vraiment modifier votre perception. Et puis pareil, les sources de plaisir, ce n'est pas forcément les zones érogènes primaires. Tout le corps est potentiellement une zone de plaisir, mais c'est juste qu'on a tellement été élevé et éduqué à nous dire que potentiellement les zones génitales, les seins pouvaient être source de plaisir et qu'il n'y avait que ça, qu'en fait on ne va pas explorer les autres. Et c'est souvent quand on est privé d'un sens qu'on va aller explorer un petit peu les autres. Je vous dis ça parce que quand j'avais plus d'orgasme et plus de désir, plus d'orgasme, soit je me disais ok, walou, nada. Finalement, non, je suis allée explorer d'autres zones, mon corps. Et par exemple, je sais que j'ai un point sensible dans le dos absolument incroyable. Et du coup, à chaque fois que je vais chez le kiné, je ne suis pas bien parce que le pauvre, il me met dans un état, mais il ne le sait pas. Voilà. Et alors, vous voyez, le dos, ça n'a rien de génital. Donc voilà, l'exploration va vous permettre aussi de découvrir un petit peu d'autres zones. Ce qui est important aussi, c'est que les câlins, ça, c'est aussi faire l'amour parce que c'est se donner de l'amour.
vous avez différents types de câlins. Vous avez les câlins qu'on fait en guise de préliminaire, vous avez les câlins qu'on fait juste au quotidien. Et ça nourrit l'intimité. Ça nourrit la tendresse, ça nourrit le partage, ça nourrit le rapport qu'on a avec l'autre. Les câlins, c'est aussi faire l'amour, partager, se donner de l'amour. C'est aussi avoir un rapport charnel avec quelqu'un. Ça, c'est fondamental. Donc, aussi, les préliminaires, c'est faire l'amour. En fait, ce mot-là ne devrait même pas exister parce que qui dit préliminaire dit pré quelque chose, donc avant quelque chose. En fait, les préliminaires en soi, c'est faire l'amour. Ce mot ne devrait même plus exister. Faire les préliminaires, c'est se donner et partager du plaisir. Donc, c'est faire l'amour. Donc, c'est avoir un rapport. Voilà. Ça, c'est fondamental. C'est vraiment fondamental. Et tout comme la pénétration et l'érection, bah, c'est comme les antibiotiques. Hein. Ce n'est pas du tout automatique. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le concept de circlusion versus le concept de pénétration. Ce n'est pas très connu. Le mot circlure, ça veut dire enrober, enserrer. Et en fait, c'est souvent ce qui est apprécié dans la pénétration par la personne qui pénètre, c'est le fait d'être enrobé, d'enserrer par les parois et les muscles du vagin, d'avoir ce côté humide tout autour de soi, chaud, et d'avoir une pression sur la verge. Mais ça, vous pouvez tout à fait le reproduire d'une autre manière, notamment avec les mains, avec un sextoy, avec des parties du corps. C'est fondamental. Alors, vous allez me dire, oui, mais mes mains, elles ne mouillent pas comme mon vagin, ou comme une autre partie de mon corps, ou comme mon trou de balle. Tout à fait, c'est possible. Là, vous pouvez mettre du lubrifiant sur vos mains, vous pouvez mettre du lubrifiant un peu partout sur votre corps. Il est tout à fait possible de donner du plaisir à quelqu'un qui a un pénis sans pénétration. C'est fondamental aussi de l'avoir. Et donc, la circlusion, le fait de circlure le pénis, peut se faire d'une autre manière que par la pénétration. Ça, c'est vraiment très, très important. Et donc, un rapport sexuel n'est pas forcément un rapport pénétratif. Ça, c'est fondamental. L'orgasme, c'est un peu la ligne d'arrivée, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Et c'est vrai que c'est beaucoup un objectif et un enjeu dans une relation intime, quand on commence à partager une intimité avec quelqu'un. Mais en fait, il faut savoir que tout enjeu dans la sexualité met de la pression. La sexualité, ça ne devrait pas être quelque chose avec des enjeux, avec des obligations, avec des objectifs. Ça devrait simplement se vivre dans le partage, dans le plaisir. Et le plaisir, vous pouvez le trouver vraiment partout. Voilà, 50 nuances de plaisir. Qu'est-ce qui peut nourrir votre plaisir aujourd'hui ? Ça, c'est fondamental. Qu'est-ce qui peut nourrir votre plaisir aujourd'hui ? En fait, on ne s'en rend pas compte, mais on a des sources de plaisir incroyables dans la vie. Et parfois, ces plaisirs qu'on va avoir, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient qu'ils soient charnels, qu'ils soient gustatifs, visuels, olfactifs, émotionnels, vont créer des réactions corporelles. Et en fait, c'est important de se reconnecter à ça. Voilà, parfois, on est bien, on est détendu et on se rend compte qu'on a peut-être des sensations agréables qui parcourent notre corps. Et bien, ça, c'est du plaisir charnel. Et ça nourrit l'intimité, ça nourrit la sexualité aussi. Ça, c'est vraiment très, très important. Vous voyez, les ressentis émotionnels, charnels, lors des moments à deux ou au plus, à deux, seul, au plus, voilà, pas de limite de nombre, tant que c'est consenti. Les caresses non sexuelles, c'est vraiment un moment charnel de qualité, source de tendresse, de plaisir, et c'est aussi de la sexualité. Voilà. En fait, vous pouvez y mettre vraiment ce que vous voulez dedans. Je vous conseillerais un livre qui s'appelle Le Slow Sex, qui parle vraiment de cette sexualité où on se concentre davantage sur les sensations et le moment présent que sur la ligne d'arrivée, l'orgasme, voilà. Et en fait, finalement, c'est un peu à vous, à définir vos piliers de la sexualité. Et puis, Jacques a dit, on l'emmerde, en fait, parce que lui, il a dit des trucs, mais ça ne convient pas à tout le monde. Donc, c'est vraiment essayer de définir sa norme et non pas se conformer à la norme, parce que finalement, la norme, ça ne nous convient pas forcément. Il y a des véganes, il y a des gens qui adorent la viande, il y a des gens qui mangent que du poisson, il y a des gens qui mangent que des graines, il y a des gens qui vont manger, qui mangent pas de porc. Voilà. En fait, à chacun sa norme. Et le plus important, c'est de ne pas essayer de rentrer absolument dans un schéma qui ne vous convient pas, parce que ça va ne faire que vous créer des frustrations et des blocages. Donc, c'est vraiment prendre conscience, définir ses besoins, ses envies, son rythme aussi, et que ce qui vous convient à vous n'a rien à voir avec ce qui convient aux autres. Voilà.
Ça, c'est fondamental. Peut-être que vous, avoir un rapport charnel une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, eh bien, ça va largement vous convenir parce qu'à côté de ça, vous allez vivre d'autres choses qui vont remplir votre vie de plaisir et c'est OK. Et ce n'est pas parce que vous allez lire un jour un article dans Elle ou dans Le Monde qui va vous dire que pour avoir une sexualité épanouie, il faut s'envoyer en l'air 12 fois par mois. Mais qui fait ça? Non, mais personne, il faut arrêter. Donc, je vous dis ça en rigolant, mais tout ça, ça fait partie des injonctions des il faut faire, il faut faire. Non, en fait, il n'y a que vous qui pouvez dire ce qu'il faut faire. Et donc, la sexualité, c'est avant tout des moments de qualité consentis, des moments de partage avec soi et avec d'autres. Parce que, voilà, encore une fois, on peut vivre une sexualité avec soi-même. Il n'y a pas aucune honte à avoir, il n'y a rien de plus normal. C'est complètement normal. Et on a aussi, c'est tout à fait normal de vivre une sexualité avec soi-même alors qu'on est en couple. C'est même très sain. Et il n'y a rien de anormal à ça, vraiment. Donc, intimité versus sexualité. Et puis, voilà, les points essentiels qu'on va évoquer un petit peu aussi après, c'est vraiment la communication, l'écoute, le partage, la bienveillance, le consentement. Et le plus dur, je pense, le point d'ancrage vraiment, ça va être la communication. On va en parler un petit peu après. Alors, je vous donne un exemple très concret, parce que vous allez me dire, c'est mignon, là, tout ça, etc. Mais concrètement, comment on fait là, nous? Alors, je vous donne cet exemple-là de quelqu'un qui s'appelle Delphine Muto. Voilà. Je vous montre mon exemple de tout ce que moi j'ai pu connaître en 20 ans de sclérose en plaques. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose d'inventé, c'est quelque chose que j'ai vécu et que je vis au quotidien. Et je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai mis en place. Si ça peut aider certaines, ben, tant mieux. Alors, l'anorgasmie, j'ai connu ça pendant 7 mois. Plus d'orgasme, plus impossibilité d'atteindre l'orgasme. En même temps, j'avais plus du tout de désir, mais alors vraiment walou nada, hein, comme si le fil qui reliait le cerveau à l'entrejambe avait été coupé. Hein. C'était impressionnant. J'ai eu aussi quelques années auparavant une absence totale de sensations génitales. Et j'ai eu également encore des années auparavant une hyperesthésie cutanée, donc c'est-à-dire que même un doigt qui était posé sur mon bras me faisait mal. Voilà. Donc c'était vraiment une hypersensibilité au toucher qui me faisait mal. Alors, l'anorgasmie et le désir, après 7 mois d'errance médicale, en fait, ça a été… j'étais persuadée que c'était en fait neurologique. J'ai envoyé un mail à ma neurologue, je n'avais pas de réponse. J'ai consulté je ne sais pas combien de soignants pour que finalement un médecin sexologue me dise « Non, mais moi, je suis persuadée que c'est votre antidépresseur. » Et effectivement, ça venait bien de mon antidépresseur. Donc, je suis retournée voir ma psychiatre et on a ajusté le dosage et après, ça a été beaucoup mieux. Mais voilà, pendant 7 mois, j'ai dû faire sans ça. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait. L'incontinence au gaz. Alors, tout ce que je vous ai mis en orange, j'ai plus. Mais tout ce que je vous ai mis en noir, eh bien, j'ai encore. Voilà. Donc, l'incontinence au gaz, on n'en parle pas. Moi, je vous l'ai mis là parce que c'est dérangeant, parce que c'est malaisant. Et malheureusement, ça fait quand même partie de notre quotidien et qu'il faut apprendre à vivre avec. Je suis aussi atteinte d'endométriose. Voilà, un petit cadeau en plus. Sécheresse vulvaire également, assez très, très prononcée. Voilà. Toute sèche comme un pruneau. Vulvodynie, qu'est-ce que c'est? C'est des douleurs chroniques vulvaires qui peuvent parfois empêcher la pénétration. Et puis, comme beaucoup de patientes qui ont une maladie neurologique, fatigue, plus. Alors, qu'est-ce que j'ai mis en place? Je ne vais pas vous mentir, quand j'ai eu 7 mois d'anorgasmie et plus du tout de désir, ça a été très compliqué. J'ai beaucoup pleuré. Je me suis dit que ma vie sexuelle allait s'arrêter là. En fait, j'ai décidé que non. J'ai lu beaucoup de livres, dont je vais vous parler après, qui m'ont beaucoup aidée. Et puis, j'ai décidé un petit peu de repenser ma sexualité, réfléchir un peu différemment. Voilà. Et donc, j'ai décidé d'oublier un petit peu l'orgasme et de me concentrer à chaque fois que je touchais quelqu'un ou qu'on me touchait ou que je partageais un moment, juste de me concentrer sur tout ce que je ressentais. Mais pas uniquement au niveau génital, en fait. Vraiment, tout ce que je ressentais dans le corps en général. Et puis, le fait de plus du tout avoir de désir fait que du coup, j'avais plus du tout envie d'un rapport charnel, sexuel. L'envie n'était jamais là. Donc, j'étais en vrai décalage avec mon partenaire à ce moment-là puisque j'avais quelqu'un. On a essayé quelque chose. On a essayé l'excitation, d'essayer de raviver l'excitation de manière psychogène, c'est-à-dire psychologique. Non, mécanique, pardon, pas psychogène. Le désir, c'est quelque chose de psychogène. L'excitation, c'est quelque chose de physique. Je me suis dit, OK, j'ai pas de désir sexuel. Est-ce que je peux peut-être essayer quand même de faire venir une excitation différemment? Et donc, on s'est dit, après en avoir beaucoup discuté, qu'on allait essayer tout simplement d'explorer un petit peu le corps
mais sans objectif. C'est pour ça que je vous l'ai mis en orange, ça c'était fondamental. Pas d'objectif de pénétration, pas d'objectif de faire l'amour, c'est on se caresse et on ne touche pas les zones génitales. Voilà. Et en fait, c'est vraiment comme ça que j'ai pu explorer un petit peu tout mon corps, découvrir des sensations de plaisir ailleurs. Et puis surtout me rendre compte que, ok, j'avais plus de désir, mais en revanche, quand on me caressait, le bras, le dos, les fesses, en fait, l'excitation venait. Donc le corps réagissait quand le cerveau, lui, ne réagissait plus. Et ça a été assez fondamental aujourd'hui. La découverte du corps versus vraiment la zone génitale au second plan. Voilà, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Alors pour les pétous, parce que ça on n'en parle pas, mais ça influe quand même le quotidien, l'intimité, l'érotisme, l'image qu'on a à soi, etc. Je vous parle de ça parce que moi c'était vraiment très problématique à un moment donné. J'ai essayé la méthode FODMAPS. Donc, je vous la fais très très courte, mais en gros, c'est une méthode à suivre avec un médecin nutritionniste qui vous permet d'identifier déjà les éléments qui vous provoquent beaucoup de ballonnement. Moi, ça m'a aidé énormément. J'ai fait aussi de la rééducation du périnée. Ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai une déficience de contrôle au niveau anal. Et bien évidemment, je suis devenue une professionnelle du sens du vent. On ne va pas se mentir pour gérer ça au quotidien. Voilà, voilà. Tout ce qui concerne l'endométriose, la sécheresse vulvaire, la vulvodynie, la fatigue, voilà, je vous ai mis tout ça. Le plaisir en général versus le plaisir sexuel. Le lubrifiant, le lube, c'est la vie. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas m'en passer. C'est quelque chose de fondamental et je l'ai inclus en fait dans ma sexualité. Je ne peux pas avoir, même une caresse intime n'est pas possible sans lubrifiant tellement j'ai des problèmes de sécheresse. Mais c'est OK, c'est complètement intégré dans ma vie et voilà. Sexualité de fatigué versus grand chelem. Ça veut dire, parfois on n'a pas envie du grand schéma des PPO, là, cette espèce d'autoroute. Franchement, c'est chiant, mais qui fait ça? Et j'ai décidé vraiment, parfois, juste un moment de qualité, c'était plus important que le grand chelem. Avoir du plaisir, quelle que soit la façon dont on a du plaisir, c'est important. Parfois, juste regarder son ou sa partenaire prendre du plaisir. Moi, ça m'a donné du plaisir. OK, il n'y a pas eu de pénétration. Est-ce qu'on a eu un rapport sexuel? Oui. Voilà, donc encore une fois, c'est tout ce qu'on y met derrière. Voilà. J'ai le droit de ne pas avoir envie, et ça, c'est fondamental. Et je vous ai remis circlusion versus pénétration, parce que moi qui ai souvent des douleurs et qui ne peut pas être pénétré, c'est quelque chose que j'ai appris et que j'ai appris à partager aussi avec mes conjoints. Est-ce que, il est 54, je vais accélérer un petit peu, est-ce que là, vous avez quand même quelques petites questions? Là, on va parler des ressources, des professionnels de santé, etc. Alors oui, j'ai 2 questions moi, dans les questions-réponses. Il y a, est-ce qu'une aide médicamenteuse pour l'érection est utile ou il faut voir autrement? Alors, ça peut être une possibilité. Et il y en a plein, mais ça, il faut voir ça avec un médecin. Mais oui, bien sûr, ça peut être utile. Et il y en a plusieurs. On parle souvent des petites pilules, mais voilà, mais ne serait-ce qu'au sein de la pilule, il y a différents modes d'action. Vous avez, par exemple, la plus connue, c'est le Viagra, bien évidemment, où là, il faut prendre, je crois, 2-3 heures avant le rapport sexuel. Et ça, c'est plutôt ce qu'on appelle la pilule du week-end, où après, on est actif pendant 1 ou 2 heures. On peut avoir une pénétration pendant 1 ou 2 heures. Vous avez d'autres médicaments pour l'érection qui, eux, sont plutôt à prendre tous les jours. Qui ont un mode d'action différent. Parfois, les médicaments ne fonctionnent pas, mais il y a encore beaucoup d'autres manières d'avoir des érections. Vous avez le vacuum, vous avez les injections intracaverneuses, vous avez différentes choses qui sont possibles. Ce que je vous conseille de faire pour les hommes, on va en parler un peu plus loin, mais vous avez, c'est pas très connu pour les hommes, mais vous avez l'andrologue. L'andrologue, c'est le gynécologue des hommes. Ça, c'est pas du tout connu, c'est bien dommage, mais vous aussi, les gars, vous avez un gynéco, ça s'appelle l'andrologue. Je vous le mettrai si vous voulez après. Mais du coup, en gros, ça va être votre gynécologue et vraiment, c'est avec l'andrologue que vous allez pouvoir évoquer un petit peu tous ces médicaments, ou pas forcément ces médicaments, d'autres méthodes, etc. Parce qu'il faut, avant de prescrire un médicament, ce qu'il faut savoir, c'est d'où vient le trouble érectile. Donc, il n'y aura pas forcément de médicaments, il y aura peut-être autre chose à mettre en place, il y a peut-être un problème de périnée, il y a peut-être beaucoup de choses en fait. Mais effectivement, l'andrologue peut être tout à fait, ou un médecin sexologue, mais peut être tout à fait en mesure de vous accompagner sur ce problème-là. Merci Delphine. J'ai une autre question d'un spectateur anonyme qui explique que j'ai un souci technique à la fin d'un rapport au moment de l'orgasme. Ça demande de la logistique. Je pourris les draps. Est-ce un problème lié à ma baissine neurologique ou suis-je devenue une femme fontaine en redécouvrant mon corps?
Apparemment, ça plaît, mais ça me gêne. Et je précise que ça ne sent pas l'urine. Signé Jacques et Michel. En plus, on va de l'humour. Alors, c'est pas compliqué. Pour savoir si c'est un problème urinaire, il faut faire un bilan urodynamique. Voilà. S'il n'y a pas de problème urinaire dans la vie de tous les jours, alors encore une fois, je ne suis pas médecin, mais déjà, en premier lieu, il faut en parler à son médecin. Ensuite, il faut faire un bilan urodynamique pour savoir si c'est un problème urinaire ou pas, si c'est un problème de vidange de vessie ou le fait de maintenir en fait sa miction, de retenir sa miction. Si tout le bilan urodynamique est OK, ensuite allez voir un médecin sexologue qui peut aussi vous faire éventuellement des examens, mais ça peut être tout à fait une femme fontaine, tout à fait. C'est fort probable. Enfin, fort probable s'il n'y a pas de problème urinaire. Encore une fois, en fait, il faut juste d'abord, en premier lieu, voir si c'est un problème urinaire ou pas urinaire, si c'est un fonctionnement, en fait, si c'est un dysfonctionnement de l'appareil urinaire ou pas. Et donc, pour ça, c'est le bilan urodynamique. Donc, il faut aller voir sa neuro ou un urologue, ou une urologue, qui pourra vous prescrire du coup un bilan urodynamique. Et une fois le bilan urodynamique fait, s'il y a des petits soucis, pareil, on peut faire des rééducations du périnée, injection, enfin, il y a plusieurs choses à faire après en fonction. Si ce n'est pas de problème ensuite de l'appareil urinaire, ensuite, il ne faut pas hésiter à aller consulter un médecin sexologue pour parler de ça. Allez, on a une autre question. Ouais. On parle souvent du manque de sensation ou d'excitation, mais pas du contraire, c'est-à-dire une grande sensibilité avec un orgasme qui vient trop rapidement pour certaines personnes. Tout à fait. Alors, ça arrive aussi. C'est pareil. Il ne faut surtout pas hésiter à aller consulter. Alors là, oui, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, parce que quand on dit qu'un orgasme vient trop rapidement, est-ce que ça parle d'éjaculation prématurée ou pas? Est-ce qu'il s'agit d'une éjaculation prématurée ou pas? Alors, c'est une dame qui pose la question. Ok, très bien, ok, parce que c'était important de savoir. Que l'orgasme vient. Alors, tu peux me répéter le truc? L'orgasme Bien vient trop sûr. vite. On parle souvent du manque de sensation ou d'excitation, mais pas du contraire, c'est-à-dire une grande sensibilité avec un orgasme qui vient trop rapidement pour certaines personnes. Ok. Et la grande sensibilité, est-ce qu'elle est douloureuse? Ça, c'est des choses qu'on peut voir en privé. Alors voilà, je vous le dis typiquement, cette personne-là, si elle veut rester anonyme, et ça, je le comprends tout à fait, je vais vous donner Elle pose. Il y a aussi un trouble de l'excitation permanente qui n'est pas vraiment abordé en sexologie et qui peut être présente chez les femmes ayant la Oui. CEP. Oui, alors ça Alors, vraiment. Hélène, elle est du Canada. Oui, et tout à fait. Et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, tout à fait. Et elle a complètement raison. Et merci Hélène d'en parler, c'est super. Ça, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup encore d'études là-dessus. Il ne faut surtout pas hésiter à aller consulter un médecin sexologue. Encore une fois, moi, je n'ai pas de ressources là-dessus à vous partager. Mais je pense qu'un médecin sexologue pourrait vraiment, vraiment, vraiment vous aider sur ce sujet. Et c'est important d'en parler, vous avez bien raison. Et si ça vous pose problème, il faut surtout aller consulter. C'est hyper important pour comprendre d'où ça vient. Parce que c'est toujours pareil. Tant qu'on ne sait pas d'où ça vient, on ne peut pas en fait donner une prise en charge correcte. Donc, l'idée d'aller voir un médecin, pour le coup sexologue, c'est vraiment d'essayer de comprendre d'où ça vient et ensuite mettre une prise en charge adéquate. Est-ce qu'il y avait une autre question? Attends, non, pas là, tout de suite. Hop. Alors, les ressources. Il y en a plein. Je vous ai mis une petite boîte à outils un petit peu parce que, en fait, l'idée, c'est vraiment de mettre un petit peu ce que vous avez envie d'y mettre. Ça, c'est vraiment très, très important. Alors, les ressources, je dirais que la première, c'est la communication et c'est souvent la plus difficile. Et la première personne avec laquelle on doit communiquer, en fait, c'est nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est vous, en fait, de savoir, vous, ce dont vous avez besoin, ce qui vous fait envie, ce dont vous n'avez pas envie. Et c'est fondamental que vous soyez déjà au clair avec ça. Ensuite, il va falloir communiquer avec Doudou, Doudoune ou avec les Doudou, Doudounes, vraiment, avec son équipe de soins. Alors, je sais que vous allez m'objecter très souvent qu'ils n'écoutent pas, qu'ils n'ont pas le temps, etc. Il faut savoir aussi que les professionnels de santé qui jalonnent notre parcours ne sont pas du tout formés à la prise en charge de la sexualité et de la santé sexuelle.
Malheureusement, les consultations sont très courtes. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les professionnels de santé n'identifient peut-être pas forcément la sexualité comme étant une priorité, mais parce que eux, ce qu'on leur a appris, c'est à soigner les symptômes liés à votre maladie. On ne leur a pas appris, et ce n'est pas leur métier, à soigner en fait les symptômes en lien avec la sexualité. Je vais vous en parler un petit peu après. Donc, c'est important de se dire aussi que ce n'est pas une mauvaise volonté des soignants, parfois de ne pas l'aborder ou de botter en touche, mais c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas forcément les réponses à vos questions et qu'ils ne savent pas quoi vous dire. Donc ça, c'est aussi important. Et puis aussi parce qu'on peut être face à un soignant qui est pudique et qui, par manque de formation, n'est pas du tout à l'aise sur le sujet. Mais pourquoi je vous ai quand même écrit d'en parler avec votre équipe de soins? Tout simplement parce que plus on va être nombreux et nombreuses à en parler, même si les soignants, du coup, en face n'ont pas de réponse, plus, à un moment donné, ils vont se dire « Ah, il y a plein de patients qui m'en parlent, il faut peut-être un petit peu qu'on s'intéresse au sujet. » Voilà. C'est fondamental, même pour vous, de vous exprimer sur le sujet, en fait. Voilà. Noter, s'interroger. Je vous l'ai mis parce que avoir un petit carnet, parfois, c'est bête, hein, ou même sur votre téléphone, une petite note, mais quand vous réfléchissez un peu à l'intimité, à la sexualité que vous aimeriez avoir, parfois il y a des idées, il y a des choses, n'hésitez pas à les noter. Moi, en fait, j'ai fait ça. Ça m'a aidé, ça a été une vraie thérapie quand j'avais plus de désir et plus d'orgasme. Je me suis interrogée sur ce serait quoi ma sexualité idéale. Qu'est-ce qui m'empêche d'y accéder et comment je pourrais y accéder. Et donc, le fait de noter, d'écrire, ça m'a permis aussi d'avoir une base d'échange après avec un sexologue. Il faut savoir que les possibilités sont vraiment infinies. Jacques a dit que le schéma des PPO, c'était la règle. Absolument pas. Absolument pas. Jacques a dit, attends, tais-toi. Voilà, pas du tout. Rire, partager, c'est ça l'intimité, la sexualité. C'est le partage, c'est une sexualité, ça doit être avant tout du jeu et pas une sexualité d'enjeu. Et surtout, demander de l'aide si besoin. Pour reprendre ce que tu disais, Bérangère, tout à l'heure, c'est communiquer avec sa moitié, c'est pas inné. Nous, on n'est pas des professionnels du couple, on n'est pas des professionnels de santé. Et quand il y a un moment donné, il y a besoin de réajuster son intimité, sa sexualité, eh bien, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on n'a pas tous les mêmes représentations, on n'a pas tous les mêmes envies, les mêmes besoins. Et donc, je vous ai mis ici toute une batterie de sexologues. Parce qu'on pense qu'aux médecins sexologues, psychiatres sexologues, mais vous avez aussi des gynécologues sexologues, des infirmières sexologues. N'hésitez pas à vous renseigner si dans un hôpital près de chez vous, dans un centre de santé, vous avez des infirmières sexologues. Les psychologues sexologues aussi sont là, et ça, ils sont très bien formés en général. Les kinésithérapeutes sexologues. Je vous parle des kinésithérapeutes parce que j'en ai dans ma promo en sexo et eux peuvent vraiment vous aider dans la manipulation, si vous avez des douleurs, etc. C'est important de leur dire quand vous avez des problèmes érectiles, quand vous avez des problèmes de douleur, de pénétration. Vraiment, n'hésitez pas à en parler à votre kinésithérapeute. Il ne sera peut-être pas forcément à l'aise sur le sujet, mais peut-être qu'il pourra vous orienter vers un collègue sexologue. Et les sages-femmes aussi sont parfois formées à la sexologie. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais une sage-femme peut tout à fait vous assurer un suivi gynécologique classique. C'est important de le savoir parce que parfois, les gynécologues, c'est compliqué de trouver un rendez-vous, surtout dans les grandes villes. Les sages-femmes sont formées à vous faire des frottis, à vous ausculter, à vous prescrire la pilule, à vous prescrire… Enfin, voilà. Donc ça, elles ne font pas le même travail que le gynécologue, mais vous pouvez tout aussi, pour des douleurs à la pénétration, vous adresser aussi à une sage-femme. Et il y a aussi les consultations en ligne. Alors, bien évidemment, tous ces professionnels-là, vous pouvez les trouver sur Doctolib. Et moi, j'ai envie de vous parler de deux plateformes qu'on ne connaît pas forcément, qui sont des plateformes de santé sexuelle. La plateforme Mia.co, c'est réservé aux femmes, et la plateforme Charles.co, c'est réservé aux hommes. Donc, vous avez dans ces deux plateformes des professionnels de santé qui sont formés à la santé sexuelle, à la prise en charge de la santé sexuelle. Vous avez sur Mia.co, certains peut-être la connaître, vous avez Charlotte Tourmente, qui est un médecin sexologue et qui est aussi une patiente sclérose en plaques. Vous avez sur ces plateformes des infirmiers, des infirmières, des sages-femmes, des urologues, des andrologues. Voilà. Et c'est des consultations en ligne. Donc, il faut savoir que ça coûte beaucoup moins cher que d'aller dans un cabinet. Et ça peut être une première démarche. Si vous n'êtes pas à l'aise ou si vous êtes, si vous habitez quelque part où il n'y a pas forcément beaucoup de ressources en termes de professionnels et de sexologues, vous pouvez tout à fait consulter ces professionnels-là en ligne et ils sont habilités
à vous faire des consultations, à vous donner des ordonnances ou en tous les cas, à vous adresser ensuite à un confrère. Vous avez aussi ce site-là, membreaius.fr. En fait, c'est l'annuaire des sexologues qui ont été formés à la sexologie et qui sont diplômés. Et là, vous êtes sûr d'avoir un professionnel de santé formé à la santé sexuelle et à la sexologie. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, la profession de sexologue, elle n'est pas particulièrement réglementée. Il n'y a pas de diplôme de sexologue. C'est en fait un diplôme interuniversitaire en sexologie que les professionnels de santé peuvent passer, mais certains professionnels de santé font d'autres formations en sexologie et se proclament sexologues. Il n'y a que le DIU, diplôme interuniversitaire en sexologie, qui garantit que vous avez bien un professionnel de santé formé à la sexologie. Donc, n'hésitez pas à regarder les diplômes. Et si vous ne voyez pas DIU, c'est que ce n'est pas un professionnel de la santé sexuelle. Ça, c'est important. Et ici, sur ce site-là, Membreaius, vous aurez également du coup tous les membres qui ont été formés à la sexologie. Je vous mets ici quelques pistes de lecture qui m'ont beaucoup aidé. Vous avez le slow sex, qui est une approche en fait pleine conscience et du moment présent de la sexualité, où on se concentre sur les ressentis. Moi, typiquement, c'est ce livre-là qui m'a aidé à gérer mon absence totale de désir. C'est un livre très déculpabilisant quand on a des troubles érectiles, pas de désir, pas d'orgasme. Alors, il est très hétéronormé, je vous préviens, mais je trouve quand même que le fond, il y a beaucoup de choses intéressantes. Au-delà de la pénétration de Martin Page, ce livre, il est intéressant parce qu'il a été écrit par un homme qui, de base, ne jurait que par la pénétration. Il est facile à lire, il est très rapide. Vous avez aussi le nouveau traité des caresses, qui vous parle vraiment de l'importance des caresses et notamment des caresses non sexuelles. Alors, pareil, il est très hétéronormé et c'est un livre qui date un peu, mais je le trouve quand même assez intéressant. Alors, je vous ai mis celui-ci aussi parce que je l'aime bien. Il est un petit peu féministe, mais voilà, c'est la charge sexuelle, l'autre charge mentale des femmes. Je ne vous en dis pas plus. Allez voir un petit peu si vous souhaitez le lire. Moi, je l'ai trouvé quand même assez intéressant. Alors, quoi d'autre? Je vous ai mis ici. Alors, vous allez recevoir la présentation, mais vous voyez ici par PDF, vous pourrez cliquer sur le lien. Et là, vous aurez par exemple accès à une brochure. Je ne sais pas si vous la voyez, peut-être pas, je ne suis pas sûre. Non, je ne pense pas que vous allez la voir. Voilà. Ici, je vous ai mis des liens en lien avec la sexualité, la santé sexuelle, la sclérose en plaques. Donc ça, c'est une brochure de Merck. Je vous ai mis la version sexualité féminine et sclérose en plaques, parce que bon, la sclérose en plaques s'approche un peu de la NMO, du coup. Vous avez la même pour les hommes également. Vous avez le site de CEP Ensemble où Charlotte Tourmente anime des chroniques autour de la sexualité qui sont vraiment super. Vous avez le site Santé sexuelle, droits humains. Et ici, c'est un Google Docs. En fait, c'est une possibilité de s'inscrire pour les aidants. En fait, c'est l'APF PACA qui fait ça, qui fait des webinaires, des ateliers autour de la sexualité, mais pour nos aidants. J'ai trouvé que c'était super parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui pour les aidants. C'est des ateliers gratuits, en ligne. Voilà. Si vous cliquez sur ce lien d'inscription, vous aurez aussi le détail des ateliers. Et puis, je vous ai mis le petit outillage au milieu, voilà, ce qui peut nous aider un petit peu au quotidien. Les lubrifiants. Si vous voulez un peu plus d'informations sur les lubrifiants, je pourrais vous les donner en privé, vous pourrez me contacter, il n'y a pas de souci. Alors, je vous ai mis les sextoys, non pas parce qu'aujourd'hui, alors on nous vend un peu les sextoys à tout va en disant qu'il faut absolument avoir un sextoy pour une sexualité épanouie. Non, pas du tout. Hein. On fait très bien sûr, on n'en a pas besoin. Mais par exemple, quand vous avez des pertes de sensations génitales, que ce soit pénis, vulvaire, testicules, les vibrations parfois puissantes d'un vibromasseur peuvent vous faire ressentir des sensations agréables. Donc, ça peut être aussi une aide, en fait. Et un sextoy, ce n'est pas du tout... c'est pas un concurrent de quelqu'un. C'est, on va dire, une aide. C'est une aide. Parce qu'il ne faut pas oublier que le but d'un moment intime et d'un moment charnel, c'est de partager du plaisir et de voir l'autre. Souvent, ce qu'on entend, c'est on adore voir l'autre prendre du plaisir, on aime voir l'autre. Alors, au final, peu importe comment l'autre prend du plaisir, le but, c'est vraiment de partager ce moment et d'être OK avec ça. Vous avez quelques livres érotiques qui peuvent être sympas aussi. Si vous souhaitez quelques conseils, je pourrais vous en donner. Vous avez les films Oulala. J'ai mis Oulala parce que on a le droit de temps en temps de faire un petit film érotique, un petit porno. Pareil, vous avez aussi du porno qu'on appelle
éthiques. Vous avez aussi des podcasts érotiques. Moi, ça m'est déjà arrivé 2 heures de trajet d'écouter un petit podcast érotique. C'est sympa, ça fait passer le temps. Je vous ai mis Plume. Pourquoi? Parce que Plume, parfois, quand on a des troubles de la sensibilité, ça peut être plus agréable de se faire toucher par une plume que par une main. Quand on est vraiment très hyperesthésique et qu'on a des douleurs, ça peut être intéressant. Je vous ai mis l'huile de massage plus plus. Pourquoi? Parce que, alors attention à l'huile de massage, c'est important, parce que les huiles de massage souvent qu'on trouve, etc., il faut se laver les mains ensuite avant de toucher les parties intimes, parce que sinon ça peut provoquer des démangeaisons, des brûlures, vous donner des infections. Vous avez, pareil, je pourrais vous donner tout ça en privé si vous voulez, des huiles de massage qui sont compatibles sur utilisation des parties génitales. Donc, ce qui fait que parfois, sur une exploration charnelle, corporelle, on peut utiliser certaines huiles de massage, c'est en fait des lubrifiants intégrales. Et selon le mood, même si on s'est dit, tiens, on fait qu'une exploration du corps, on n'explore que le dos, si finalement on se réveille un peu et qu'on a envie de glisser, pourquoi pas? Et je vous ai mis l'huile de coco. Alors, à utiliser avec parcimonie et à en parler avec votre gynécologue. Mais moi, c'est ma gynécologue qui me l'a conseillé. Quand vous avez des brûlures, parfois effectivement aussi en guise de mycose, l'huile de coco fait beaucoup de bien. C'est un anti-mycose, donc c'est très, très… moi, j'en mets souvent quand je suis très irritée sur la vulve. Mais attention, c'est un antifongique puissant. Donc, il ne faut pas l'utiliser tout le temps, tous les jours quand vous avez des mycoses, parce qu'à force, ça peut quand même déglinguer un peu la flore vaginale. Mais vous voyez, c'est ma gynéco qui me l'a prescrit. Voilà. Souvent, quand je suis irritée, quand j'ai des brûlures, l'huile de coco sur la vulve, soit j'ai fait beaucoup de bien. Est-ce que vous auriez éventuellement d'autres tips à nous partager? Et après, ça va être la fin. Est-ce que là, vous avez éventuellement dans les trucs et astuces des choses que vous voudriez partager un petit peu avec les autres? On peut se le rajouter. Ou pas, vraiment, ou pas. Là, je suis dans le ou pas. Ou pas. Eh bien voilà. Eh bien, il y aura ou pas. Alors, on va arriver à la fin. Ça va être un petit peu la foire aux questions, la fac. Donc, vraiment, je vous le redis, n'hésitez pas, posez toutes les questions que vous le souhaitez. Si on n'a pas le temps forcément d'y répondre, vous aurez mes coordonnées juste après ici. Oui. J'ai une question, excuse-moi, je t'ai coupé. Il y a quelqu'un qui demande, faisant régulièrement des infections urinaires, dois-je systématiquement uriner à la fin d'un rapport, même si je n'ai pas envie d'uriner? C'est Jacques qui répond là. Attends, je peux peut-être enlever le partage d'écran pour l'instant. Donc, je vais vous l'envoyer, tout ça, vous inquiétez pas. Vous aurez tout ça, vous aurez mes coordonnées. Je vais vous arrêter le partage. Voilà. Alors, en principe, après chaque rapport, il faut uriner. Même si vous avez eu un peu de plaisir, etc., il faut uriner. Après chaque orgasme, il faut uriner. Après tout rapport sexuel, il faut uriner. Maintenant, l'idée de se forcer, de pousser, etc., c'est pas bon. L'idée, c'est pas d'y aller tout de suite après, si vous n'avez pas envie, bien évidemment. Mais effectivement, c'est très, très important après un rapport, pas forcément sexuel. Il suffit juste de s'être un peu stimulé les zones génitales, etc., et d'avoir eu du plaisir. Il faut aller uriner après, surtout si vous avez des infections urinaires à répétition. Ouais, c'est vraiment important. D'autres questions? Alors, autre tips, ne pas hésiter à s'explorer soi-même pour se découvrir. Et tout à fait. Mais oui, mais ça, c'est essentiel. Il y a quelque chose autour de la masturbation aussi que je voulais dire, parce que souvent, la masturbation, on se dit que c'est un truc de célibataire quand on n'a personne, voilà, ou c'est un peu caché. Il n'y a rien de plus naturel que de se masturber. Et c'est même, un de mes profs au DU en sexo dit que c'est le ciment du couple, c'est pour vous dire. S'explorer soi-même, et d'ailleurs, c'est pas forcément se masturber en fait. S'explorer, c'est vraiment se caresser, parcourir son corps, ses jambes, son dos, il faut être un peu souple quand même, la peau de son ventre. C'est vraiment s'explorer, mais explorer, se découvrir, partir un peu à la découverte de soi en solo. Ça permet aussi beaucoup de guider son ou sa partenaire, et ça, c'est très, très important. Et une chose aussi que je voulais vous préciser sur la masturbation, c'est qu'on pense souvent que la masturbation, c'est une activité de célibataire. Pas du tout. C'est complètement normal
en fait, aussi d'avoir une activité masturbatoire quand on est en couple, même après 10 ans de couple. Il n'y a rien de plus normal. Et c'est au contraire quelque chose qui peut faire beaucoup de bien et dégager en fait des tensions. Enfin, surtout, n'hésitez pas. Et quand je vous dis masturbation, ce n'est pas forcément masturbation jusqu'à l'orgasme. La masturbation, c'est aussi simplement se donner du plaisir. Mais vous pouvez aussi vous donner du plaisir sans masturbation. Ça, c'est vraiment fondamental. Simplement, pratiquer un auto-érotisme avec soi-même. En fait, ça marche aussi très, très bien. C'est aussi source de plaisir et c'est aussi comme ça que vous pourrez guider après les gens qui partageront votre intimité. D'autres questions? Alors, je vois 93 choses dans la discussion. Mais moi, je n'ai pas vu, oui, depuis tout à l'heure. 10 questions-réponses, effectivement, je n'ai pas vu. Si vous êtes d'accord. Alors, si vous êtes d'accord, parce que ça m'aiderait beaucoup, comme je vous ai dit tout à l'heure, je voudrais vous partager un petit questionnaire. Il n'y a que 5 questions. Vraiment, c'est très court, c'est anonyme. Allez-y, lâchez-vous, voilà, c'était nul. Le but, c'est d'avoir vos commentaires constructifs parce que moi, je fais ça pour nous, patients. Donc, c'est important d'avoir vos retours, vos commentaires constructifs, de me dire ce que vous avez aimé, mais aussi de me dire ce que vous souhaiteriez améliorer dans ce genre de webinaire. Donc, je vais me permettre de vous partager le petit lien. Si là, pendant la visio, pendant qu'on continue à discuter, vous pouvez prendre 5 minutes chacun pour répondre à ce petit lien, ce serait super. Hop, je vais vous le partager parce que vraiment, moi, ça m'aide du coup à améliorer ces webinaires et le but, c'est vraiment de répondre le plus possible à vos besoins. Donc, c'était une première pour moi, sachez-le. Merci de votre indulgence. Super bien, merci. C'était super chouette. Bien merci beaucoup. Bah, merci. Je ne sais pas où je le partage, le petit lien, le questionnaire, Guillaume, dans questions-réponses ou dans discuter? Non, ou alors on l'enverra en même temps que le PowerPoint, peut-être. Ou tu préfères le faire tout de suite? Bah, je le mets tout de suite. S'il y en a qui veulent le faire un petit peu, et je le renverrai en plus avec le PowerPoint pour ceux qui n'ont pas eu le temps. Je le mets dans questions-réponses. Dans la discussion? Non, dans la discussion. Dans la discussion. OK, voilà. Merci beaucoup, Delphine. Merci. Et merci, Véronique, Elodie, Guillaume. Si vous voulez faire des petits… je ne sais pas si on peut encore, là, si on a encore le temps pour les questions ou pas. Si vous voulez arrêter. Non? Non, il vaut mieux clore. Okay. Très bien. Il n'y a plus de questions, en tout cas. Mais n'hésite pas à partager tes coordonnées dans le… Je vais vous envoyer le webinaire. Alors, vous pouvez me trouver, mais de toute façon, il y aura mes coordonnées sur le PowerPoint. Je vais quand même là vous le partager effectivement dans la discussion. Je vais vous partager mon LinkedIn et mon Instagram. Hop. Hop, voilà. Tu as des remerciements, il pleut des remerciements. Oh, bah, de rien, mais vraiment, merci à vous. Je vais vous donner mon LinkedIn, comme ça vous pouvez me contacter, c'est pas compliqué, c'est Delphine Muto. Et voilà, on vous enverra donc le webinaire. Merci pour vos retours, ils sont précieux parce que voilà, ça me permettra après d'améliorer ça. Et donc, n'hésitez pas à me contacter pour toutes vos questions, c'est vraiment, sentez-vous libre de le faire. Voilà. Oui, corps à corps, tout à fait. Merci beaucoup. Je le rajouterai. On précise aussi que la semaine prochaine, il y aura un webinaire sur les MOGAD. Élodie? Mardi 25. Mardi 25 sur les MOGAD. Donc, c'est nos copains de NMO, avec le professeur Marinier, qui viendra parler des innovations des traitements, les dernières recherches qu'il y a pour les MOGAD. Merci beaucoup. Soumaïra, merci Soumaïra. Et merci à tous. Oh, thank you. No, thank you, everybody. Sorry, I'm going to speak in English because my French is very bad. But
Thank you so much for this wonderful and I would say courageous webinar. I mean, this is something that we all deal with, whether we have illness or not. And so to be able to talk about it so freely without any kind of judgment or bias is really nice. And I commend our team, Beranger, Nelly, Fatia, Elodie, Guillaume, Emma, for even thinking about this topic. I think it's wonderful that we're talking about these things. So merci beaucoup à tous et see you next time. À tout à l'heure.